Germain Arceros, qui est psychanalyste, membre de l'école de la Costelienne et de l'Association mondiale de la psychanalyse, et qui va donc nous parler de l'actualité et des nouveautés de la psychose névrologique. C'est pas ça. Qui a publié donc récemment Manie, mélancolie et facteurs blancs. Chez Beauchesne. Chez Beauchesne. Manie, mélancolie et facteurs blancs. Tu vas nous parler un peu. C'est ça, je vais parler de ça surtout. Oui, donc bonjour, Germain Arceros, je suis psychologue clinicien et je préfère parler des et psychologue clinicien et psychanalyste, et j'enseignais ici au département des psychanalystes à Paris 8 pendant des années. J'avais fait une thèse doctorat sur l'amour dans les psychoses, et ensuite après, un doctorat aussi à l'université de Rennes 2 sur la PND. Et bon, depuis presque 20 ans, je travaille avec ça, et j'essaye de développer une recherche qui n'est pas seulement une recherche universitaire, évidemment, ça a commencé comme ça, mais aussi une recherche à la pratique, c'est-à-dire avec mes patients. Partie de mes patients qui sont profilés comme ça sur ce thème-là. Dépression majeure, dépression, mélancolie anxieuse, et PMD, dit troubles bipolaires, n'est-ce pas, on va parler de ça, et mélancolisation dans des positions névrotiques, n'est-ce pas, une mélancolisation de l'hystérie comme une mélancolisation de la névrose obsessionnelle, n'est-ce pas? Les deuils, toutes les formes de deuil, on va parler de ça, et non seulement les deuils pathologiques, mais d'autres types de deuils, et le rapport au suicide, et notamment des patients suicidants, mais aussi des familles des suicidés, des personnes qui ont leur maman ou leur enfant suicidé. Bien sûr que ça, c'est une partie des patients que j'ai. Et ça depuis très longtemps. J'avais commencé par cette recherche dans plusieurs CNP, dans l'hôpital Saint-Antoine et d'autres, et à mon cabinet. On m'a envoyé des patients profilés de cette façon. Et ces travails-là, je vais vous parler plus de ces travails-là, mais pas seulement évidemment. Et il y a plusieurs choses à dire sur ces questions. Et c'est vrai que quand on travaille sur ces questions, je me suis aperçu qu'on devient facilement fasciné par ça. Et tous les gens qui ont travaillé sur la mélancolie ont fait des gros bouquins. Là, je me dis, c'est peut-être même presque un symptôme, que quand on s'intéresse à ça, on a tendance à beaucoup s'intéresser à ça, énormément. Vous avez depuis Anatomie de la mélancolie de Barton, n'est-ce pas? C'était pas Richard Barton, c'était Robert Barton, et qui avait fait un gros bouquin sur la mélancolie, plein. Mais il faut faire attention que cette fascination pour les sujets ne devienne pas, ne se substitue pas à une sorte de rigueur, même sorte de liberté qu'on peut avoir pour observer des choses dans la clinique et dans la clinique psychanalytique. Cette fascination peut facilement nous amener à mon avis, à certaines confusions conceptuelles. Et par exemple, parce qu'au départ, on peut se dire, jusqu'à un certain temps, on pouvait assimiler les termes mélancolie à une psychose. C'est comme ça qu'on parlait à une époque, n'est-ce pas? Mélancolie égale psychose mélancolique et PMP. Mais
Et il faut dire que le terme mélancolie est un terme polysémique. Il y a plusieurs significations et elle peut être utilisée dans plein de domaines, notamment les domaines artistiques. Donc, il y a une mélancolie littéraire. Vous avez Baudelaire, Beau, etc. Vous avez, et donc tous les auteurs qui mènent la mélancolie vers une sorte de quoi? Spleen, n'est-ce pas? Une sorte de tristesse compliquée, d'état anxieux. Hein? Et pourquoi pas? Ça, c'est une sorte de mélancolie, mais c'est différent de la PND. C'est clairement différent. Ou alors une mélancolie picturale. La mélancolie picturale, par exemple, vous avez un travail très intéressant d'un professeur des Beaux-Arts qui s'appelle Alain Bonfand, B-O-N-F-A-N-D, et qui a fait une comparaison entre les travaux de Paul Klee et ceux de Mario Sironi. Mario Sironi qui était les grands artistes du fascisme italien et qui était mélancolique dans le sens psychotique du terme, dont la fille Rossana s'était suicidée et qui, lui, Mario Sironi, détestait par exemple la vue du lac de Côme. Vous voyez, le lac de Côme est très joli, hein? Vous voyez, quand vous traversez comme ça un train, il y a longtemps, et vous avez des paysages magnifiques, n'est-ce pas, avec un soleil bleu, le lac et tout. Mais lui, alors qu'il était artiste, il voulait, vous savez quoi, mettre de la peinture noire sur tous ces paysages parce qu'il ne supportait pas la vue si jolie de ces paysages. Alors, pour le cas de Sironi, il y a une coïncidence entre un travail artistique et un état psychopathologique avéré. Mais il faut faire attention de ne pas amener les choses vers, à mon avis, vers ce qui serait une esthétique de la mélancolie. Je ne pense pas qu'il y ait une esthétique de la mélancolie, contrairement à plein d'auteurs. Et je pense qu'il y a plutôt une anesthétique de la mélancolie, une sorte d'esthétique anesthésiée, une non-esthétique. Non pas que le mélancolique profond n'aille pas vers la création. Bien sûr qu'ils vont vers la création. Mais il ne faut pas déduire de là une intention esthétique. Vous savez, dans le travail de Prinzhorn sur l'art brut ou l'art chez les psychotiques, n'est-ce pas? Il dit bien, il y en a d'autres aussi, un autre psychanalyste dont le nom m'échappe maintenant, et il disait qu'il n'y a pas, chez les psychotiques maniaco-dépressifs, il n'y a pas d'intentionnalité esthétique. À la fin, il produit une œuvre d'art ou une œuvre créative. Par exemple, des dessins industriels. Par exemple, n'est-ce pas, des conceptions intéressantes. Mais ils n'ont pas cette intention-là. Ou des écrits. Ce sont des écrits qui sont faits, parfois, non pas pour être lus, même par eux-mêmes. Mais c'est un peu comme s'il y avait une pure pulsion de l'écriture. Comme si ça pouvait servir à quelque chose. D'où l'idée, n'est-ce pas, de la suppléance, d'où l'idée de la stabilisation de la psychose. D'ailleurs, on a fait dernièrement un livre sur l'art et le soin, sous la direction de Patricia Attigui, qui est professeure de Paris 10. Et on a fait une partie, un chapitre, donc l'art et les soins chez EDK, Debuck, excusez-moi, ça allait sortir chez EDK, mais c'est sorti sur Debuck. Et donc, alors, l'art et les soins, Bruxelles, 2011, je pense, début 2011.
Et donc là, on a fait un travail sur un chapitre, bon, il y a sur les théâtres, les sculptures, les chants, la littérature, et donc j'ai fait un travail sur la peinture, sur les processus de création dans la mélancolie. Donc il y a ces processus de création, mais ils n'ont pas une intention esthétique. Il se trouve que ces patients-là sont, ou ces sujets-là, patients ou pas, sont des personnes qui sont tellement attachées à une tâche, attachées à un travail psychologique, psychique profond, que finalement ils parviennent involontairement à trouver des réponses créatives et intelligentes à pas mal de questions que nous pouvons nous poser. Parce que c'est des gens qui, par exemple, exagèrent peut-être un peu, mais qui ne prennent presque jamais des vacances. C'est des gens qui travaillent tout le temps, qui travaillent, n'est-ce pas? Et c'est pas forcément pour gagner plus, non plus. Il n'y a pas une intention de travailler plus pour gagner plus. C'est travailler plus parce qu'il faut travailler plus, parce que ça va servir à quelque chose. C'est pas utilitaire, c'est pas forcément pragmatique. Ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, dans l'intention de créer. Donc c'est anesthétique dans ce sens-là. C'est une anesthésie, une anesthétique de la mélancolie. Mais donc, j'ai parlé de ce travail de Bonfance qui met en balance, en analogie, en tension, les travaux de Paul Klee, qui seraient des travaux qui montrent beaucoup l'angoisse, une angoisse diffuse, et le travaux de Mario Sironi qui montre une position subjective maniaco-dépressive profonde. Par exemple, vous avez un tableau, c'était quelqu'un qui faisait des grands monuments et des fresques, hein, et des tableaux et des sculptures, et qui était banni pendant longtemps. Et ces dernières 20 ans à peu près, il y a eu des expositions à Milan, parce qu'il était banni, parce que fasciste, etc. Et c'était très, très fort aussi. Ces tableaux sont noirs, sont très, n'est-ce pas, presque désespérants. Mais il y a par exemple un tableau de Sironi qui s'appelle Nudo con albero. C'est un arbre qui a des branches nues, et qui ressemble un peu au corps d'une femme. Et je pense qu'il y a chez Magritte quelque chose une femme avec des branches, etc. Et quelques, si je me souviens bien, de Magritte, quelques feuilles quand même vertes, non? Mais très peu, hein, c'est un peu presque comme une pelade. Hein. Donc, là on pourrait dire, oui, il y a un érotisme, mais non, en fait, il n'y a pas une intention érotique là-dedans. Même s'il y a de l'érotisme, mais il n'y a pas une intention érotique. Mais c'est un érotisme quand même très dépouillé, très mortifère presque, comme un cadavre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de cet ouvrage sur l'analogie entre qui et Sironi? Bon, Alain, je pense. L'ombre. Alors, c'est un professeur des Beaux-Arts. Et je ne sais pas si je l'ai ici. Je dois avoir ici la référence des enfants. Alors, c'est curieux que ici, il y a déjà le nom. C'est pas grave. Bon, c'est dans un autre texte. Bon, donc, la mélancolie a cette polysémie si importante